efface la moindre trace de pas où la piste disparaît. Pour nous, sur notre itinéraire, c'est à partir d'ici, de Chinguetti, de tout temps, une ville-étape importante pour les nomades et les pèlerins. Une cité bâtie au XIIIe siècle à quelques kilomètres d'une toute première ville engloutie par le désert il y a bien longtemps déjà. Et aujourd'hui, c'est encore une troisième Chinguetti qui se construit de l'autre côté de l'Oued parce que l'histoire semble se répéter, parce que le sable continue de menacer tout ce que l'homme tente chaque fois de construire aux portes du Sahara. Du sable, regardez, il a fallu dégager chaque mur, chaque maison, chaque rue, et c'est loin d'être fini pour sauver Chinguetti. Pourquoi cet acharnement? Parce que cette ville, la 7e ville sainte de l'islam, recèle un trésor, plus de 5000 manuscrits, dont les plus anciens datent du 9e siècle. C'est l'héritage des grands pèlerinages vers la Mecque et du commerce transsaharien. Imaginez les caravanes, avec parfois plus de 3000 chameaux. Des savants, des érudits passaient par Chinguetti et avant leur départ pour 6 mois à travers le désert ou au retour de ce très long périple, on consignait par écrit toutes leurs connaissances religieuses, scientifiques ou juridiques. Parce que la première injonction de l'islam, c'est d'apprendre à lire et à écrire. Restent les descendants de ces familles de Chinguetti et les bibliothèques qu'elles ont ainsi constituées, 14 bibliothèques familiales, privées, et 5 autres où l'on peut librement consulter les ouvrages ou s'instruire, ne serait-ce qu'en bavardant avec les héritiers de ce patrimoine. Et là, dans ta famille, le livre le plus ancien, c'est celui-ci? Jusqu'à maintenant, oui. Jusqu'à maintenant. Parce que tu peux en trouver d'autres? Oui. Ça, c'est un carnet de jugement. Et ça, c'est un livre d'explication aux commentaires de Coran. Et celui-là? Ça, c'est de la poésie arabe. Ah, tes préférés? Ouais. Des villes comme Chinguetti, il y en a 3 autres en Mauritanie. Seulement, Chinguetti, c'est la plus connue parce que la plus accessible et donc la plus visitée. Mais à environ 400 km d'ici, au sud-est, il y a par exemple Tichit. Là-bas, même richesse et même problème. Il y a très longtemps, un homme quitta Fès au Maroc, à la recherche d'un lieu où se consacrer à la prière. Il marcha durant des jours et des jours dans le désert. À chaque arrêt, il prenait du sable, le sentait et le laissait tomber avant de repartir. Mais un jour, il le conserva dans sa main en disant « Tichitou, c'est toi que je veux » en arabe. Il posa alors une pierre, puis une autre, et construisit une mosquée. C'est ainsi qu'est né Tichit. Midi. À quelques centaines de mètres de la ville, des femmes et des hommes grattent le sol. Les outils sont rudimentaires, les mêmes qu'au XIIe siècle, quand Tichit fut fondé. Mais c'est ainsi qu'on récolte l'amersal, une croûte de terre salée, vestige d'un océan évaporé il y a des millions d'années. Durant des siècles, ce sel destiné uniquement aux animaux a assuré la prospérité de la ville.
Aujourd'hui, il constitue encore sa principale ressource. Nous sommes arrivés ici après jour de marche. Le retour prendra 10 jours. Et nous prenons depuis toujours de la mersal ici. Tichit est ancienne et son amersal est excellent. Il n'y aura jamais un amersal équivalent. Il est bon pour le bétail. Du temps de sa splendeur, 3000 personnes vivaient à Tichit. Elles ne sont plus que 800. Située sur la route des caravanes qui allaient du Maroc au Mali, elle accueillait des commerçants de passage, mais également des étudiants qui restaient là durant plusieurs années. Ah oui, je me rappelle que beaucoup de caravanes arrivaient ici venant de l'ouest. Elles transportaient des barres de sel avant d'aller au Mali. Au retour, elles apportaient du mil. Ah oui, c'est une chose que j'ai très bien connue. En ce qui concerne les étudiants, c'est le prestige et la renommée de Tichit comme centre d'enseignement qui les faisait venir. Quand l'un d'eux arrivait, on le prenait en charge matériellement, on lui procurait des habits et on lui dispensait le savoir. Et il repartait d'ici avec 3 choses, la politesse, le savoir-vivre et la science. Des étudiants en plein désert. Cela peut paraître surprenant. Et pourtant, ici vivaient quelques-uns des plus grands savants du monde musulman. Pour enrichir leur enseignement, ils écrivirent des ouvrages et en firent venir d'autres grâce aux caravanes de sel. Aujourd'hui, ces manuscrits dont rêvent les musées du monde entier sont toujours là. Mais pour les trouver, il faut pénétrer dans certaines maisons, ouvrir certaines portes, comme celle de Dada Oud Armallah, le dernier grand érudit de Tichit. Personne ne connaît vraiment l'âge de Dada. Mais ce que tout le monde sait en revanche, c'est que ses manuscrits sont uniques au monde et que sa bibliothèque est la plus prestigieuse de Mauritanie. « 7000 manuscrits sont rangés et conservés dans cette bibliothèque. Les plus anciens sont vieux de 800 à 900 ans. Mon maître me les a confiés il y a plus de 40 ans et je remercie Dieu parce qu'il n'y en a aucun que je n'ai pas lu plusieurs fois. Le vieux Dada est issu d'une longue lignée d'érudits. Ses frères s'intéressaient également à la bibliothèque familiale, mais c'est lui qui a été choisi pour en être le protecteur. Sans doute parce qu'il lui portait le plus d'amour. Depuis, il a consacré toute sa vie à ses manuscrits, au point de ne jamais se marier.
Je n'accepterai jamais que ces manuscrits sortent de ma maison. Car Tichit, sans ces manuscrits, qu'est-ce que c'est? Tichit n'a aucune valeur si on n'y trouve pas ces manuscrits. Tichit ne survit avec l'aide d'Allah que grâce à l'existence de ces manuscrits. Ces manuscrits, qu'Allah soit remercié, y vivent depuis plusieurs siècles, et s'ils ont été préservés jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que des hommes s'en sont occupés. À l'époque des razzias, ces manuscrits étaient si importants pour les habitants de Tichit qu'ils les protégeaient en priorité en cas d'attaque. Mais aujourd'hui, le danger a changé. Désormais, ce sont la chaleur, la poussière, les termites qui menacent ces trésors. Nous avons mis de côté les manuscrits qu'il nous semble possible de sauver. Et les autres qui sont irrémédiablement perdus, comme vous pouvez le voir, nous les avons groupés dans cette malle. Pour moi, c'est un véritable désastre de voir des manuscrits si importants dans un tel état de destruction. Voilà pourquoi j'ai choisi de consacrer tout mon temps à leur préservation. Je remercie Allah de m'avoir accordé une si longue vie avec une bonne vue dont j'ai pu me servir de jour comme de nuit. Malheureusement, depuis 2 ans, je deviens aveugle et je ne peux plus lire ces manuscrits. Mais je n'ai aucun regret, parce que dès que l'on commence à me lire l'un d'entre eux, je le revois, comme si je le parcourais à nouveau, feuille après feuille. Je me rappelle de chaque page. Tichit, joyau du désert, rongé par le sable et le vent. Tout devrait conduire ses habitants à l'abandonner, et pourtant, avec des moyens dérisoires, ils tentent encore de la préserver. Par fidélité à leur ville, et parce qu'ils refusent que s'éteigne cette flamme du savoir qui l'illumine depuis si longtemps. Chaque été on recommence. Chaque été le sable revient, plus ou moins abondamment, en fonction de la force des vents. Effectivement, c'est désespérant, mais nous devons toujours désensabler. Il y en a ici, il y en a de l'autre côté de la mosquée. C'est tout le temps qu'il faut désensabler. Parce que si on ne fait rien, elle risque de disparaître sous le sable. L'isolement et l'oubli, l'ensablement et la pauvreté. Comme si cela ne suffisait pas, d'autres calamités sont venues accabler Tichit. La plus injuste remonte à 1999 seulement. Alors que cette région est victime de la sécheresse, l'équivalent de 10 années de pluie tombe sur la ville en moins de 3 jours, la transformant en un champ de ruines. Durant plusieurs mois, Aminetou est alors obligée de vivre sous une tente, le temps de construire cette maison où elle habite maintenant avec ses sœurs. C'est là désormais qu'elle conserve ses manuscrits, comme cela se fait dans une vingtaine d'autres bibliothèques réparties dans la ville. Ce que je fais là est nouveau pour nous. C'est une couverture pour l'un de nos manuscrits. Ils sont très fragiles et ont besoin d'être protégés. Ces manuscrits sont la mémoire de ma famille. Ils sont mon être et ma chair. Je dirais même qu'ils sont mon avenir. Tant que je serai vivante, je leur apporterai le plus grand soin. Nous accepterions certes une aide extérieure, mais à la seule condition qu'on ne s'immisce pas dans nos affaires. Si une aide pour sauvegarder nos manuscrits doit ouvrir la voie à une ingérence mal placée, je préfère rester pauvre mais libre. Je lis ce manuscrit régulièrement. Il s'adresse spécialement aux femmes. Il les encourage à pratiquer consciencieusement leur religion, leur explique les règles canoniques relatives à leur toilette et les états de purification qui les concernent pour pratiquer la religion.
Vous voulez savoir ce qu'est l'amour de Tishit pour moi? Pour moi, j'aime Tishit parce que cette cité est source de paix et de vie. Mon maître m'avait recommandé de transmettre cette notion aux nouvelles générations, et c'est ce que je ferai jusqu'à la fin de ma vie. Dans le désert mauritanien, Tishit lutte pour sa survie. Tant que résonneront les cris et les rires des enfants, son histoire s'écrira sur de nouveaux livres. Aujourd'hui, on ne dressera pas la tente, trop de vent. Mais la tempête de sable qui se lève ne décourage pas les élèves de l'université du désert. Ils ont souvent fait un très long voyage pour assister au cours du maître, du marabout. Ici, autour du sage, on apprend tout ce que l'on veut, les maths, les sciences, les langues, mais d'abord le Coran. Et la réputation de l'enseignement a largement dépassé les frontières de la Mauritanie. Quelques Occidentaux ont déjà fréquenté cette université du désert qui, auparavant, sillonnait le Sahara. L'université du désert était mobile. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'elle s'est installée ici, depuis qu'elle s'est sédentarisée? C'est notre mode de vie qui a changé. Avant, nous étions des bédouins. Nous transportions nos livres dans des malles, à dos de chameaux. Notre but était de trouver des pâturages pour le bétail. Et quand on découvrait un endroit accueillant, les étudiants se dépêchaient de dresser le campement, en coupant des branches ici et là. Et lorsqu'il n'y avait plus rien à manger, on se déplaçait ailleurs, au gré des transhumances. Ou bien on partait parce qu'on ne se sentait plus en sécurité. Aujourd'hui, le monde s'est sédentarisé, et nous faisons de même. Ça n'empêche pas qu'on puisse encore prendre la décision de nous déplacer pour quelque temps. Cette année, par exemple, on pourrait tout à fait partir dans l'Inchiri, au nord d'ici, et nous retrouver sous la tente. Vous le dites vous-même, les temps changent. Est-ce que le profil, la psychologie, la personnalité des étudiants a elle aussi changé? Je considère qu'il est de mon devoir de leur enseigner l'équilibre dans ma manière de leur transmettre le savoir. Et parce que l'islam est fondamentalement contraire à l'extrémisme, je leur inculque le juste milieu. D'ailleurs, ma propre expérience m'a montré cela. Tout étudiant extrémiste qui est venu écouter mes cours quelque temps a vite déchanté et est reparti ailleurs. C'est pas parfois difficile de faire passer l'ouverture d'esprit à laquelle vous êtes attaché? Je n'ai pas rencontré de difficultés majeures, vraiment. Mais naturellement, lorsque vous tentez de changer la nature de quelqu'un qui a vécu dans un certain milieu et qui en a tiré un idéal, vous devez faire face à quelques obstacles. Mais je les dépasse, car ça fait partie de mon travail d'enseignant de ramener cela vers le juste milieu, de leur enseigner un islam correct et équilibré.